Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Denis Le Bihan, qui est docteur en médecine depuis 1984, docteur S sciences physiques depuis 1987. Il est membre de l'Institut, Académie des sciences, et membre de l'Académie des technologies. Nous avons les deux, sciences et technologies. Il est le directeur fondateur de Neurospin, un nouvel institut du CEA, du Centre pour l'énergie atomique à Saclay, cet institut est dédié à l'étude du cerveau par l'IRM à très haut champ magnétique, donc au-delà de l'imagerie traditionnelle. Et pour ses travaux, Denis Le Bihan a reçu de nombreux prix, dont la médaille d'or de l'International Society of Magnetic Resonance in Medicine. Il a reçu aussi le convoité prix Lounsbury des Académies des sciences américaines et françaises, et avec Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, le prestigieux prix de la Fondation Louis de l'Institut de France. Denis Le Bihan est particulièrement connu pour avoir inventé, développé et introduit dans le domaine de la recherche et de la pratique clinique médicale le concept d'imagerie de diffusion, une nouvelle et puissante approche pour étudier le cerveau normal et pathologique, le cerveau qui marche et le cerveau malade. Une nouvelle et puissante approche pour donc tant dans le cerveau dans son anatomie que dans sa fonction, à partir du mouvement moléculaire des molécules d'eau. Voilà, Denis Le Bihan a une importante bibliographie, auteur de plus de 250 articles, mais il est temps de l'écouter. Donc Denis Le Bihan, directeur de Neurospin. Merci. Bonsoir et merci de votre gracieuse invitation et introduction. Donc effectivement, je vais vous présenter ce soir ce que le magnétisme peut apporter à la connaissance du cerveau. Alors déjà le cerveau, pour rappeler en gros quand même de quoi il s'agit. Voilà, le cerveau c'est ça, un organe qui fait un peu plus d'1 kilo. La taille est variable selon les gens, bien entendu. Elle est aussi différente selon les hommes et les femmes, mais je ne vous dis pas dans quel sens. Et cet organe, il est quand même extrêmement mystérieux. La grande découverte qui a été faite par un Français qui est le chirurgien Paul Broca, qui travaillait à l'hôpital de Bicêtre en 1800, dans les années 1850-1860, avait un célèbre patient, M. Le Borgne, qu'on surnommait Tan, parce qu'il avait une aphasie, un trouble du langage. Quand M. Le Borgne, on lui demandait comment il s'appelait, il disait Tan. Quelle heure est-il Tan, etc. Bon, c'est une aphasie. Monsieur le chirurgien Broca a attendu qu'il décède, ça n'a pas trop duré, et a récupéré son cerveau, que vous voyez ici, et vous voyez qu'il y a une sorte de trou, quelque chose qui ne va pas à cet endroit-là. Eh bien, l'intuition de Paul Broca, ça a été de dire que c'est parce que la lésion avait lieu à cet endroit précis que ce patient ne pouvait plus parler. Et donc, il a fait 2 découvertes majeures. Premièrement, la lésion, elle est dans un endroit précis, qui est maintenant connu sous le nom de région de Broca, mais en plus, elle est du côté gauche du cerveau. Pour la première fois, il était mis en évidence qu'entre le côté gauche et le côté droit, il y avait des différences. Alors, pendant plus de 100 ans, on a appris le fonctionnement du cerveau de cette manière. Les gens avaient une maladie, ne pouvaient plus parler, ne pouvaient plus calculer, ne pouvaient plus faire quelque chose de particulier. On attendait qu'il meure, on récupérait le cerveau, on le disséquait et on trouvait l'endroit où était la région qui était responsable. Bon, le problème, c'est qu'il fallait récupérer les cerveaux. Donc la grande révolution de l'imagerie, dans les années 70, ça a été le scanner à rayons X, qui est fait du mariage de la physique des rayons X, qui a été découvert par Röntgen en 1895, et de ce que Hounsfield en a fait. C'est-à-dire qu'il a couplé un système de radiographie traditionnel avec un ordinateur pour amplifier les signaux. Et grâce à cette technique, le scanner permettait de faire des images du vivant du malade et non plus en disséquant le cerveau. Donc voilà une image historique de scanner avec, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, une tumeur. Aujourd'hui, avec l'IRM dont on va parler ce soir, on voit encore mieux. Donc, dans les années 70, on est capable de faire des images d'une dissection virtuelle du cerveau du malade pour voir ce qui ne va pas. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est de voir comment le cerveau normal fonctionne. Et depuis les années 50, c'est bien comme ça qu'on a appris, c'est une blague, mais c'est à peu près la réalité, on a appris à savoir comment fonctionnait le cerveau en touchant, donc en réveillant le malade pendant l'anesthésie, pendant l'opération, et en stimulant différentes parties du cerveau,
le malade vous dit je vois tout rouge. Bon, voilà. C'est comme ça qu'on a compris le fonctionnement cérébral. Bon, Dieu merci, on fait beaucoup mieux aujourd'hui. C'est le sujet de ma conférence ce soir. L'idée, c'est de voir en direct le fonctionnement du cerveau, sans l'ouvrir, chez quelqu'un de normal, chez vous et chez moi, sans problème. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est qu'il y a un rapport direct entre la localisation dans le cerveau et la fonction cérébrale, et c'est pour ça que l'imagerie, la neuroimagerie, est si importante. Alors, on a à notre disposition aujourd'hui beaucoup d'outils pour voir le fonctionnement cérébral. On peut étudier les ondes émises par le cerveau. Le cerveau émet des ondes électriques tout simplement parce qu'il y a des ions qui circulent dans le cerveau et les équations de Maxwell vous disent que quand des charges électriques se déplacent, il y a des champs électriques et magnétiques qui sont émis. Donc on peut enregistrer ces ondes, on peut, grâce à la magnétoencéphalographie, reconstruire le trajet des sources magnétiques à l'intérieur du cerveau. Et ceci vous aura présenté après-demain par Claude Fermont. On peut étudier la chimie du cerveau en injectant des traceurs radioactifs. On peut s'intéresser également à des signaux optiques en envoyant de la lumière à travers le crâne. On peut faire plein de choses. Ce soir, je vais vous parler uniquement de l'imagerie par résonance magnétique qui consiste, comme je vais vous le montrer, à aimanter, entre guillemets, mais pas vraiment, le cerveau et à en faire des images. Alors c'est quoi l'imagerie par résonance magnétique? En fait, la méthode s'appelle imagerie par résonance magnétique nucléaire. On a enlevé le mot nucléaire pour ne pas faire peur, à juste titre, mais c'est quand même nucléaire, c'est-à-dire qu'on va aimanter les noyaux des atomes. Pour cela, on va placer les personnes qu'on veut examiner, soit des volontaires qu'on veut étudier, soit des malades, pour faire des images, dans un aimant qui a un champ très très fort. Vous voyez par exemple ici un aimant qui est de 15 000 Gauss. C'est une ancienne unité de champ magnétique. Le champ magnétique à Paris qui sert à faire tourner les boussoles est de 0,5 Gauss. Donc on est déjà 30 000 fois au-dessus du champ magnétique terrestre. Donc on verra à la fin de mon exposé ce qu'on peut faire sur le plan technologique. Et on place quelqu'un dans cet aimant, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la mécanique quantique nous dit que les noyaux de certains atomes vont s'aimanter d'une façon un peu bizarre. Un grand nombre d'entre eux va se mettre orienté comme une boussole dans le sens du champ produit par l'aimant, et un autre grand nombre, en gros presque moitié-moitié, va s'orienter dans le sens exactement opposé. Alors ça c'est très bizarre, c'est de la mécanique quantique, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais sachez que malheureusement pour nous, il y en a pratiquement autant dans un sens que dans l'autre. Alors pourquoi c'est embêtant pour nous? Parce que l'aimantation qui va être utilisée pour faire des images, c'est la différence entre les deux. C'est le nombre de noyaux qui sont orientés dans le sens du champ, moins le nombre de ceux qui sont orientés dans le sens contraire. Donc s'il y en a pratiquement autant dans un sens que dans l'autre, s'il y en a vraiment autant, il y a zéro, il n'y a plus rien. Alors, avec les machines de ce type-là, la différence entre les deux, vous voyez, c'est donc de 0,00005, ce qui veut dire que c'est très petit. Et malgré ça, on va faire des images extraordinaires. Donc, pour gagner en sensibilité, on va étudier comme noyau d'hydrogène, parce que c'est le plus facile, parce que c'est le plus favorable, et surtout, comme vous le savez, l'hydrogène, c'est un atome de la molécule d'eau, dont la concentration dans l'organisme est extraordinairement importante, puisque nous sommes faits de 70 à 80% d'eau. Donc voilà pourquoi tout ce que je vais vous montrer ce soir va concerner l'eau. On va faire des images de l'aimantation de l'eau dans le cerveau. Alors pour faire ces images, pour l'instant on a juste aimanté quelqu'un. Bon, c'est très petit, vous ne sentez rien. Ensuite, dans le scanner IRM de résonance magnétique, on va avoir également des antennes radio. Ces antennes radio, ce sont vraiment des ondes radio comme celles de France Culture. Ce sont des ondes tout à fait traditionnelles. Par exemple, pour cet aimant-là, les ondes qui sont utilisées fonctionnent à 64 MHz. Et grâce à ces ondes radio, on va modifier l'aimantation. On va jouer avec cette aimantation. Et avec un ordinateur, on va récupérer l'aimantation, on va mesurer l'aimantation, si vous voulez, que l'on aura manipulée par ces ondes radio. Alors pour localiser le signal dans l'espace, on va faire volontairement varier le champ magnétique, de gauche à droite, d'avant en arrière, de haut en bas, et on va obtenir donc des images. Alors voilà, à titre d'exemple, une coupe de dissection, donc c'est un cadavre, on a coupé
le cerveau de haut en bas. Vous voyez les détails, la matière blanche, la matière grise, on va revenir tout ça là-dessus dans quelques temps, les ventricules cérébraux. Et voilà une image, chez un de mes collègues, tout à fait bien portant, de son cerveau par IRM. Vous voyez qu'on voit très très bien, presque aussi bien, même peut-être mieux, l'intérieur de son cerveau, la matière grise, la matière blanche, même les vaisseaux sanguins, énormément de détails. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Simplement l'aimantation des molécules d'eau du cerveau. Alors pourquoi est-ce que l'aimantation de l'eau dans la matière grise et la matière blanche n'est pas la même? On n'en sait rien. C'est lié à la composition du tissu, mais on n'a aucune idée précisément, on n'a pas d'équation mathématique qui vont nous dire, prédire la valeur de cette aimantation. Voilà une coupe par le milieu de la tête, donc d'avant en arrière. Vous voyez ce qu'on peut en faire. Avec des ordinateurs, on peut même calculer, automatiquement faire ressortir un certain nombre de structures à l'intérieur du cerveau. On fait ça automatiquement, on peut les mesurer, et chez un malade, on a des anomalies, on peut comme ça les détecter. Alors, aujourd'hui, l'IRM est devenue une technique extrêmement précise. On peut faire des images avec une très grande précision, et ça, ce sont des images de l'intérieur de l'oreille interne. Donc une structure qui est très petite, on la voit en 3 dimensions. Bon, vous n'avez pas encore dîné, et voilà les images de l'abdomen après avoir mangé. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, ça bouge beaucoup. On peut faire des images avec une très grande résolution temporelle. Vous voyez le cœur qui bat, la respiration. On peut également voir les vaisseaux sanguins, par exemple, qui partent de l'aorte vers les carotides pour aller irriguer le cerveau. Donc voilà, ça c'est du banal. C'est ce qu'on fait tous les jours à l'hôpital, y compris en France. Donc, maintenant, on va plutôt du côté de la recherche, des avancées qui sont en train de se développer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces images? Eh bien, puisqu'il s'agit simplement d'un champ magnétique, il n'y a pas de rayons X, il n'y a rien qui irradie, donc on peut faire des images à volonté chez des volontaires, voire même des enfants. Voilà un cerveau classique, obtenu par IRM, et ce qu'on a fait ici, c'est de mettre ensemble plein de cerveaux, et vous voyez que d'un cerveau à l'autre, en gros, il y a les mêmes structures, mais il y a des grosses variations. Et ces gros sillons qu'on voit ici, ils peuvent varier plus ou moins 1 centimètre selon les gens. Donc nous, ça nous intéresse beaucoup de savoir pourquoi et comment. Et en particulier, comme on va voir tout à l'heure, on est capable de dire aujourd'hui, peut-être que quand vous regardez cet écran, vous allez activer une région bien précise du cerveau, mais entre 2 personnes, ce ne sera peut-être pas exactement au même endroit. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une différence ? Ou est-ce que c'est parce que quand vous regardez cette image, quand ces 2 personnes regardent cette image, elles ont une manière différente de les interpréter? On est incapable de répondre à ces questions aujourd'hui. Et surtout, on s'intéresse donc à la façon dont le cerveau se fabrique. Comment est-ce qu'on arrive à fabriquer quelque chose d'aussi compliqué? Voilà un bébé, un futur bébé, un fœtus, dans le ventre de sa maman. Donc on voit avec beaucoup de détails, vous voyez ici, il est en train de sucer son pouce. Et tout ça, bien sûr, sans ouvrir, sans rien faire, simplement des images par les champs magnétiques. Et on peut, grâce à des calculs informatiques, reconstituer l'évolution du cerveau. Vous voyez, 24 semaines de grossesse, 27 semaines de grossesse, 32 semaines de grossesse. Et grâce donc à ces logiciels, on est capable de sortir virtuellement le cerveau du fœtus et regarder s'il y a des anomalies en cas de besoin clinique. Voilà, je vous rappelle quand même que la grossesse, c'est 39 semaines, pour que vous vous situez à peu près dans le temps. Bien, donc voilà ce qu'on sait faire. Et grâce à un travail récent de Jessica Dubois, une de mes anciennes élèves, on est capable, et un travail qu'elle a fait aussi avec l'hôpital de Genève, ce sont des fœtus, enfin ce sont des bébés en fait, qui sont nés prématurés. Et on voit que selon la date à laquelle ils sont nés, vous voyez, 28 semaines de grossesse, donc c'est très précoce, leur cerveau est complètement lisse, et pour arriver au cerveau normal qui est extrêmement plissé. Alors pourquoi est-ce que le cerveau se plisse comme ça? On voudrait bien le comprendre. Pourquoi et comment? Alors chez la souris, c'est plus facile. D'abord, la souris est beaucoup plus petite que nous, au point de vue cerveau, et on peut faire bien sûr des expériences de façon plus facile. Voilà un embryon de souris qui a 13,5 jours après la conception. La grossesse d'une souris, si vous ne le savez pas, c'est 21 jours. Donc on est à peu près à la moitié. La souris s'est développée et on peut regarder comment se développe son cerveau. Alors, pourquoi est-ce que le cerveau est si plissé, si compliqué? Eh bien, à la naissance, le cerveau fait à peu près 350 grammes, alors qu'après l'adolescence, il fera 1,4 kg. Donc, il grossit. Certes, il grossit, mais par contre, tous les neurones, c'est-à-dire 100 milliards de neurones,
on les a à la naissance. Et après, on ne fait que les perdre. Donc c'est un lent déclin. Donc il vaut mieux en avoir un maximum à la naissance. Si on calcule que ces neurones, donc en fait ces neurones vont être produits au centre du cerveau. Imaginez, au début c'était une sorte de tuyau, de tube liquide. Les neurones sont fabriqués à la surface du tube et comme il y en a beaucoup, ils vont migrer. Ils vont aller se placer à la périphérie du cerveau. Pardon, je vais trop vite. Dans cette couche qu'on appelle la matière grise, donc qui est une sorte de ruban qui tapisse le cerveau, qui fait 2 à 4 mm d'épaisseur. C'est là qu'on va trouver les neurones. On en trouve un petit peu aussi au centre, c'est ceux qui sont restés là volontairement. C'est le cerveau reptilien, c'est ce qui nous fait être, entre guillemets, des bêtes. Voilà. Mais bon, on a évolué, on a eu une intelligence qui est apparue, et elle est au niveau de ce cortex. Et entre, on va trouver des connexions qu'on appelle la matière blanche. Donc pour avoir autant de neurones, ça veut dire que pendant la grossesse, en moyenne, le cerveau va fabriquer 250 000 neurones par minute. Vous voyez la capacité qu'il y a. Et puis ensuite, ces neurones, chacun de ces neurones va se connecter par des filaments à d'autres neurones. À la naissance, chaque neurone est environ connecté à 500 autres. À la fin de l'adolescence, plus de 10 000. Donc imaginez, chacun, vous avez un téléphone portable, vous avez chacun 500 noms dans votre téléphone portable. Mettons que vous soyez 500 dans l'amphithéâtre, ça fait beaucoup de connexions possibles. Et si vous avez 10 000 connexions de noms dans votre téléphone portable, vous voyez que le nombre de connexions est prodigieux. Voilà, donc le cerveau, c'est ça. Et je vous demande de garder pour tout à l'heure ces mystères. Le cerveau, à la naissance, fait 350 grammes. À l'âge adulte, il a 1 kg de plus. Et pourtant, entre les deux, il a perdu des neurones. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous aurez la réponse peut-être tout à l'heure. Alors, ce qui se passe, donc, c'est que après la naissance, les neurones se connectent de plus en plus, vous voyez, jusqu'à l'âge de 6 mois. Et après, les neurones arrêtent leur connexion. En fait, le cerveau fait du ménage. Il est prêt à faire tout ce qu'on veut lui demander. Et puis, si on n'utilise pas son cerveau, les connexions, on ne sert à rien. C'est comme dans votre portable. Si vous trouvez qu'il y a des gens à qui vous téléphonez jamais, vous allez les effacer. Eh bien, c'est la même chose. Le cerveau va effacer, et c'est bien qu'il le fasse, sinon il ne marcherait pas bien, il va effacer de plus en plus ces connexions. Il ne gardera que ce que vous décidez de lui faire faire, à l'âge de 6 mois, 1 an. Attention. Et voilà un exemple qui est très intéressant. On prend un musicien, pianiste, et bien on s'aperçoit que le pianiste, il a hypertrophié la matière grise dans des régions particulières, celle de l'audition et celle du mouvement des doigts. Parce qu'il s'est entraîné, quand il était enfant, à faire du piano, à écouter de la musique. Donc il a hyper développé ces régions-là. Celui qui ne fait pas de la musique, il ne va pas faire ça. Donc vous avez tous des cerveaux qui sont différents les uns des autres, parce que vous êtes génétiquement différents, mais votre cerveau va dépendre de toute votre histoire, de votre environnement, avec qui vous avez interagi, qu'est-ce que vous avez appris. Donc il faut stimuler son cerveau en permanence. Donc vous voyez qu'on n'est pas très loin de la phrénologie finalement, la bosse des maths. Sauf que, à l'époque, c'était complètement farfelu, parce qu'on imaginait que c'était l'os du crâne qui était déformé en fonction de notre capacité. Donc ça, c'est complètement faux. Mais l'idée n'était pas si mauvaise, puisqu'effectivement, les régions du cerveau vont être hyper développées ou sous-développées en fonction de ce qu'on va faire. Alors, si ça vous inquiète, cette histoire de 6 mois, 1 an, sachez quand même que, vous voyez, cette région du cerveau là, qui sert à effectivement raisonner, les connexions vont disparaître très vite. Vous voyez, au bout de quelques années, on est stabilisé. Il y a des régions qui continuent à se développer jusque vers 40-50 ans, donc il y a quand même de l'espoir. C'est les régions liées au langage. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire qu'après 40 ou 50 ans, on est foutu, sinon je ne serais même pas là ce soir. Mais voilà, il vaut mieux apprendre jeune que plus âgé, mais on peut quand même utiliser son cerveau et apprendre à un âge plus avancé, ne vous inquiétez pas. Bien, donc, on en est là. Un premier mystère, 25 000 gènes, pour coder 10 puissance 11 bits. C'est tout ce qu'on peut faire avec 25 000 gènes. Mais nous avons 100 milliards de neurones qui ont chacun 10 000 connexions possibles. Vous voyez qu'on a 1 million de milliards de connexions. Donc, j'explique en général qu'on ne peut pas expliquer le fonctionnement du cérébral complètement par les gènes. Il y a quelque chose d'autre qui intervient et qui est effectivement l'exposition à l'environnement. Donc, on veut s'intéresser à cela. Comment est-ce que le cerveau fonctionne? Comment est-ce qu'il est sensible à tout ce qui est autour de lui? Est-ce qu'il y a donc
des méthodes pour arriver à voir ce qui se passe en direct dans le cerveau. Et vous voyez qu'il y a très longtemps déjà, on y pensait, c'est le médecin qui guérit les fantasmes, vous voyez l'ancêtre de l'IRM, quelqu'un qui est à l'intérieur de cette espèce de four, et vous avez toutes ces idées, tous ces fantasmes qui sortent. Voilà, donc c'est à peu près ça qu'on va faire. Je replante mon décor, IRM, on fait des images anatomiques, très bien, maintenant vous savez ça par cœur. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est quand vous regardez l'écran, l'image est projetée à l'arrière de vos yeux, la rétine, passe par les nerfs optiques, ça se croise ici, il y a un petit relais, qu'on appelle le corps genouillé latéral, ça va à l'arrière du cerveau, une sorte de projection, si vous voulez, sur une sorte d'écran, et puis de là, ça va revenir vers l'avant du cerveau pour que vous puissiez comprendre, analyser, discuter de ce que vous voyez. Bon, ça on le sait, mais on voudrait voir ça en direct. Eh bien, coup de chance, dans les années 1894-1896, Roy et Sherrington ont découvert un principe, que dans les régions qui étaient en train de travailler, il y a plus de sang qui arrive, un peu plus de sang. On dit que le débit sanguin augmente. Or, dans le sang, il y a quelque chose d'intéressant. Vous savez que le sang contient des globules rouges. Et vous savez pourquoi ils sont rouges ? Parce qu'ils contiennent de l'hémoglobine. Et l'hémoglobine contient du fer. Et là, miracle, les électrons du fer sont très sensibles au fait que l'hémoglobine a de l'oxygène ou pas. Le rôle de l'hémoglobine, c'est de capter l'oxygène dans les poumons, de le transporter vers les organes pour libérer l'oxygène, pour que les tissus puissent respirer. Eh bien, selon que l'oxygène est attaché ou pas à l'hémoglobine, les propriétés magnétiques sont différentes. L'oxyhémoglobine, quand l'oxygène est attaché, est diamagnétique. En termes simples, ça veut dire qu'on s'en fiche, pour nous en tout cas. Par contre, quand l'hémoglobine a perdu son oxygène, tous ces électrons célibataires s'alignent. On a ce qu'on appelle du paramagnétisme, alors au niveau des électrons, non plus du noyau. Et ceci va se traduire par le fait que dans le cerveau, là où les globules rouges qui ont perdu leur oxygène circulent, le champ magnétique va être perturbé et les molécules d'eau qui sont autour vont voir le champ magnétique qui a changé. Et ça va se traduire par un changement infinitésimal de signal. Mais grâce à un ordinateur, on peut les détecter. Donc cette méthode s'appelle la méthode BOLD, en anglais pour Blood Oxygen Level Dependent. Et c'est un ami, M. Ogawa, qui a inventé cette méthode. Voilà, donc vous voyez, c'est simple. C'est quand même très subtil ce plan de mécanique quantique. On n'a toujours pas compris complètement tout dans le détail, mais peu importe. Quand vous pensez, quand vous faites quelque chose avec votre tête, dans les régions qui sont activées, il y a plus de sang qui arrive. Ce sang-là, il est très oxygéné, il vient des poumons. Donc, le rapport entre l'oxygène, entre l'hémoglobine oxygénée et déoxygénée change, l'aimantation change, et vos molécules d'eau vont vous le dire. Et voilà, une coupe du cerveau d'avant en arrière. Vous êtes en train de regarder l'écran, c'est exactement ce qui se passe dans votre tête en ce moment, sauf si vous dormez. Vous voyez ici les deux petites taches chez les ganglions, les corps genouillés latéraux, et puis l'arrière du cerveau qui sert à voir le monde. Bon, ça, on n'a rien inventé ce jour-là, sauf que vous êtes juste dans un aimant, on vous injecte rien, vous regardez et on voit. C'est fou. Mais vous allez voir qu'on voit des choses que peut-être vous n'aviez pas qu'on voit. Première question, quelle est la différence entre voir le monde réel et voir le monde imaginaire ? C'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Si je vous demande de fermer les yeux, d'imaginer un chat, vous êtes tous capables de voir un chat. Alors, ils sont tous différents les uns des autres, très bien, mais vous avez un chat dans votre tête. Parfait. Donc la question, c'est où est-ce qu'il est votre chat ? Et en particulier, est-ce que la région qui sert à voir le monde réel servirait peut-être à voir aussi le monde imaginaire, à voir le chat qui est dans votre tête ? Alors on a fait l'expérience, vous voyez comment ça se passe, on a quelqu'un qui est dans l'aimant, on lui dit chat, au bout de 8 secondes, ça fait tout, et puis on est supposé plus penser au chat, et à 14 secondes plus tard, on dit est-ce que le chat a les oreilles pointues ? Alors normalement, il faut aller revoir le chat pour être sûr qu'il a bien les oreilles pointues, et puis ça s'arrête. Voilà une image du cerveau, donc l'avant, l'arrière, et ça c'est ce qu'on appelle la scissure calcarine, la région qui sert à voir directement le monde réel. Eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette région du cerveau est activée par la pensée simplement au chat. C'est extraordinaire, vous vous rendez compte que quand vous pensez un chat, localement, vous augmentez un petit peu le débit sanguin, vous changez l'état d'oxygénation quantique de l'hémoglobine qui est là, vous changez les propriétés physiques de l'alimentation de l'eau. Vous ne saviez pas, mais
Par la pensée, donc, vous agissez sur la matière, sur la physique. Bon, bien sûr, il faut être dans un aimant. Là, ça ne marcherait pas. Mais quand même, hein, moi, je trouve ça admiratif de voir qu'on puisse faire des images comme ça. Et vous voyez que si on regarde l'évolution de l'alimentation de l'eau dans cette région du cerveau, quand vous imaginez le chat, plouf, ça monte. Et quand vous imaginez les oreilles pointues, ça monte encore plus, comme si vous deviez fouiller l'image. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que il y a quelqu'un, un de mes collègues japonais, qui s'est posé la question, mais les aveugles, qu'est-ce qu'ils font avec cette région du cerveau? Alors, la curiosité qu'il a eue, il a demandé à des aveugles de lire avec leurs doigts du braille. Et, aux surprises, il s'est aperçu que les régions visuelles étaient activées par la lecture du braille. Voilà. Alors, est-ce que c'est le cerveau qui s'est complètement qui a changé cette plasticité cérébrale, ou est-ce que, par hasard, cette région du cerveau, on dit qu'elle sert à voir, mais en fait, elle sert peut-être à connecter des points dans l'espace. Donc, connecter des points qui font qu'on a l'impression qu'on voit un chat ou des oreilles d'un chat, ou connecter des points que l'on sent par le doigt avec le braille, c'est la même chose. On a besoin de connecter ensemble dans l'espace des points pour arriver à reconnaître quelque chose. Bon, c'est une hypothèse, mais c'est intéressant. De mieux en mieux. Si maintenant je vous présente cet objet-là, vous voyez qu'il peut être vertical ou horizontal. Comme la vue du monde réel derrière le cerveau est une projection très déformée, mais c'est une projection, il est évident que selon qu'on regarde un objet vertical ou un objet horizontal, on va voir des choses différentes, nous, sur nos images. Eh bien, c'est ce qu'on a fait ici. On a présenté un stylo, enfin l'équivalent d'un objet vertical ou horizontal à des sujets, et vous voyez que sur l'arrière du cerveau, l'image n'est pas la même. Ici, on a présenté un objet horizontal et ici un objet vertical. Et après, on demande à la personne, ferme les yeux, de penser soit un objet horizontal, soit un objet vertical. Un crayon, un stylo, si vous voulez, horizontal ou vertical. Bon, c'est pas ça qu'on a fait, mais ça revient au même. Eh bien, vous voyez qu'ici, on peut deviner qu'il est en train de penser à un objet horizontal. Et ici, il est en train de penser au stylo vertical. Donc, on peut, en quelque sorte, lire un petit peu la pensée. On ne connaît pas la marque du stylo, on ne connaît pas l'encre, la couleur de l'encre, mais on est quand même pas loin de lire. Alors, on a voulu aller plus loin. Ça, c'est Bertrand Thirion qui a fait ça chez nous. Alors, on met des volontaires dans l'aimant et on va apprendre à décoder la manière dont ils voient le monde. Donc, on leur présente des choses un peu compliquées, des anneaux qui tournent avec des couleurs, etc. Et en fonction de ça, on peut regarder point par point sur la région visuelle, qu'est-ce qui se passe. Et donc, avoir une sorte pour décoder. On craque le code de leur carte bleue, quoi, mais visuelle. Et puis ensuite, on leur demande, on leur montre des lettres, où l'idéal, ce serait de leur demander d'imaginer, on a commencé à le faire aussi, un T, un L, un U. Et on s'aperçoit que, en regardant les images, bon, c'est pas encore extraordinaire, mais vous voyez qu'on est presque en train de deviner que là, il est en train de penser un T, un L, etc., un U. Voilà. Donc imaginez un jour, on n'est pas là, hein, mais quelqu'un qui est paralysé, qui ne veut plus parler, etc., peut-être qu'on pourrait communiquer comme ça. Bon, en fait, tous ces travaux, bien sûr, notre objectif, c'est de les appliquer à des pathologies pour aider des handicapés, pour aider des patients. Voilà, donc vous voyez qu'on commence à être un peu indiscret avec nos machines. Alors, ici, donc, vous voyez plein de choses, normalement. Je peux vous assurer que sur l'ordinateur, c'est simplement des carrés noirs et des traits gris et blancs aux intersections. Normalement, vous voyez des points noirs qui se baladent à droite à gauche, et plus vous regardez, plus vous voyez des points noirs. C'est un artefact de votre cerveau, c'est un bug dans votre logiciel. Mais rassurez-vous, tout le monde là. Voilà, vous connaissez cette image peut-être? Soit vous voyez un vase, soit vous voyez deux visages. Et vous ne voyez jamais les deux en même temps. Hein. Regardez bien, je vous laisse regarder. Soit c'est un vase, soit c'est un visage. Alors bien sûr, on s'est amusé à regarder ce qui se passait dans notre tête. Et c'est Andreas Kleinschmidt qui a fait ça. Donc on montre le vase ou les visages pendant 150 millisecondes, donc très très court, et puis on va faire nos images. Et là, ce qu'on a découvert, c'est dans une région du cerveau qui est spécifique des visages, qui reconnaît les visages, eh bien on peut prédire à l'avance si vous allez avoir l'impression de voir un visage ou un vase. Autrement dit, votre cerveau est dans un état spontané qui fluctue, voilà. Et si votre cerveau est en train de s'activer spontanément, sans que vous le sachiez, au niveau de la région qui sert à voir un visage, alors vous allez voir un visage. Voilà. Et vous voyez que cette différence de courbe, bon, c'est un peu technique, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, entre la bleue et la rouge. Le bleu, ça veut dire que vous allez voir un vase. La rouge, vous allez voir un visage. Eh bien, à 0, on vous présente le stimulus.
mais avant 0, donc avant qu'on vous présente le stimulus, selon que l'activité dans la région qui sert à détecter les visages est plus grande ou plus petite, on va pouvoir prédire que votre cerveau est câblé, programmé pour voir un visage ou pour voir un vase. Voilà, donc on commence à avoir des choses vraiment intéressantes sur la manière dont le cerveau se comporte sans que vous le sachiez. Parce que vous ne savez pas tout ça, bien entendu. Votre cerveau le fait pour vous. Alors le langage. Le langage, en gros, il y a deux circuits. Le circuit qui sert à parler et le circuit qui sert à comprendre. Bon, c'est très très simplifié ce que je vous dis. Eh bien, dans le bilinguisme, on s'est aperçu que les gens qui ont appris deux langues comme en tant qu'enfant, par exemple un Américain, un enfant français qui aurait immigré aux États-Unis, bébé, et qui parlerait les deux langues couramment, eh bien la région de Broca, qui sert à parler, donc, est quasiment confondue pour les deux langues. Bon. Par contre, si vous prenez un sujet, là c'est un adulte, un autre adulte qui, comme la plupart des gens, a appris sa deuxième langue à l'école, après 11 ans ou 12 ans. Donc ici, un Américain qui a appris le français à l'école. Il y en a encore quelques-uns. Et vous voyez qu'on trouve qu'il a deux régions de Broca, une pour l'anglais et une pour le français. Alors, ces images sont claires, mais comment les interpréter ? Le problème, c'est que quand cet article est sorti, certains ont dit, ben voilà, si j'ai un interprète à embaucher, je vais le mettre dans la machine pour être bien sûr qu'il est bon dans les deux langues. Ça ne nous dit pas si cette personne est bonne ou pas dans la deuxième langue. Ce que ça veut dire, c'est qu'il a appris le français d'une autre manière qu'en tant que bébé, à un âge différent où les circuits ne sont pas les mêmes, et donc c'est normal que ce ne soit pas au même endroit. Ça ne nous dit rien du tout sur le fait qu'il soit bon ou mauvais dans l'autre langue. Donc ça, c'est important à garder en tête. De même, si on fait écouter, alors ça pourrait être intéressant pour les espions, James Bond, etc. Si on fait écouter, c'est un travail de Christophe Pallier, des langues à quelqu'un, eh bien, si la langue est une langue qu'il comprend, vous allez avoir l'activation de toute cette région ici, alors que s'il ne comprend pas du tout la langue, rien ne se passera. Donc, vous voyez, imaginez le film, là, le scénario, quelqu'un qui prétend qu'il ne comprend pas le coréen ou je ne sais pas quoi, vous le mettez dans l'aimant, vous faites passer du coréen, et bien s'il comprend le coréen, ça va s'allumer. Voilà. Bon. Alors, le langage est à gauche. Ça, on le sait. Ce n'est pas vrai chez tout le monde, c'est 85% d'entre nous. Parfois, c'est à droite, parfois, c'est des deux côtés. Je me suis testé moi-même, j'en ai des deux côtés. Bon, c'est comme ça. Mais je suis ambidextre, c'est pour ça. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi et quand ça apparaît. Eh bien, Ghislaine Dehaene, chez nous, a fait l'expérience chez des bébés de 2 mois. Elle leur a envoyé des sons enregistrés, et en particulier la voix de la mère. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que le cerveau qui est activé, donc du côté qui sert à comprendre les stimuli. Je vous rappelle quand même pour ceux qui n'ont pas vu de bébé depuis longtemps qu'un bébé de 2 mois, ça ne parle pas, et que ça n'est pas supposé comprendre non plus. Donc, eh bien, le bébé de 2 mois, il active le côté gauche de son cerveau, exactement comme un adulte. Donc à 2 mois, le câblage est là en fait. Les régions cérébrales nécessaires pour le langage sont déjà là. Et ce qui est encore plus vicieux, c'est qu'ils ont passé la bande magnétique soit à l'endroit, soit à l'envers. Alors que la mère indique quelque chose de très gentil. Vous passez la bande à l'envers, ça fait... Bon, c'est les mêmes fréquences, ça ressemble à du langage, mais ça ne veut plus rien dire. Alors qu'est-ce que le bébé comprend là-dedans, lui ? Eh bien, dans cette autre région-là, vous voyez que le signal va être différent. Si le bébé dort, malheureusement, il y en a beaucoup qui dorment, rien ne se passe et l'expérience est foutue, c'est dommage. Pour ceux qui ne dorment pas, eh bien, selon que la bande est passée à l'endroit ou à l'envers, il n'y a pas la même réponse. Donc, quand la bande est passée à l'endroit, cette région-là du cerveau s'active, le bébé dit tiens, il est en train de me dire quelque chose. Et quand la bande est à l'envers, bon, cause toujours, il n'y a rien. Donc, vous voyez que le bébé de 2 mois, il est capable de distinguer ce qui contient de l'information et ce qui n'en contient pas. Donc, si vous avez des bébés de 2 mois près de vous, attention à ce que vous dites. Autre expérience pour le langage. Si je vous présente sur un temps très court un mot sur l'écran, par exemple le mot lion, 30 millièmes de seconde, ça part et ça disparaît, vous ne voyez pas bien, mais votre cerveau a vu, il vous le dit. Vous dites, oui, j'ai vu, c'est lion. Comment on le sait ? Eh bien, on vous dit, est-ce que par hasard, c'est éléphant, serpent, ver de terre ou lion ? Et vous dites, ah oui, c'est lion. Donc, vous le savez. Maintenant, si je modifie un tout petit peu l'expérience qui a été faite par Stanislas Dehaene, et qu'est-ce qu'on voit dans notre cerveau ? J'ai oublié le plus important. On voit tout un tas de régions qui s'activent. La région qui ici visuelle, la région qui détecte que c'est un mot, la région qui comprend
que c'est un lion. Et puis là, les régions qui servent à parler, parce que vous avez envie de dire que vous avez vu un lion, quoi. Bon. Maintenant, je modifie l'expérience, on passe en mode subliminal. C'est-à-dire que juste avant et juste après le mot lion, je vais mettre des symboles complètement aléatoires sur l'écran. Et là, si je vous demande, vous avez vu quoi? Éléphant, ver de terre, serpent ou lion? Vous avez une chance sur 4 de dire lion. Donc, vous ne savez pas ce qui a été présenté. C'est un stimulus subliminal. Vous ne savez pas, mais votre cerveau. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la situation où je vous ai présenté lion en subliminal et la situation où je n'ai rien montré du tout. Donc il y a bien une différence. Pour vous, c'est pareil. Eh bien, quand on fait la différence, voilà ce qu'on voit. Votre cerveau a vu quelque chose. Il a vu quelque chose, certes, mais il a en plus vu que c'était un mot, parce que c'est la région d'activation des mots qui est activée. Donc il sait qu'il y a un mot. Et il est prêt à le dire. Il va dire, oh, c'était trop rapide, c'est masqué, c'est pas intéressant, il ne va pas vous réveiller. Donc votre cerveau a vu lion, mais vous ne l'avez pas dit. Et la preuve, c'est que si on refait l'expérience après, toujours en subliminal, avec des noms d'animaux dont un contient le mot lion, on va voir que la réaction du cérébral n'est pas la même. Donc non, en plus, le cerveau l'a enregistré, sans vous le dire. Voilà, donc le subliminal est là. Et tout ça, c'est une conséquence de cela. C'est pour ça qu'il ne faut pas téléphoner en voiture. Parce que si vous téléphonez en voiture, ce qui va se passer, c'est que si vous conduisez bien, vous êtes dans la phase consciente. Très bien. Et puis s'il y a un vélo qui arrive, vous le voyez, vous appuyez sur le frein, ça prend 500 millisecondes, et avec un peu de chance, vous ne rentrez pas dans le vélo. Si vous téléphonez, eh bien votre cerveau, il est entièrement à ce que vous dites au téléphone, enfin, normalement, hein, et vous ne faites plus attention à ce que vous voyez. Ça passe en mode subliminal, en mode inconscient, si vous voulez. Alors, bien sûr, si le vélo arrive, votre cerveau va dire « là, ça, il faut quand même faire quelque chose », mais il va falloir plus de temps pour reprogrammer toutes ces régions pour réagir. Donc voilà l'explication pourquoi il ne faut pas téléphoner, pourquoi il ne faut pas faire deux choses en même temps si on veut vraiment s'intéresser aux deux. Alors, ce qui est terrible, c'est que donc on commence à voir l'inconscient, et ce qui a été montré, il ne faut pas généraliser, hein, c'est un cas un peu unique, chez une jeune femme anglaise, une jeune femme de 26 ans, si j'ai bonne mémoire, qui a eu un accident de voiture, qui est dans le coma végétatif. Eh bien, donc on peut lui poser une question, rien ne se passe, elle ne bouge pas, elle est dans son lit. Et mes collègues donc, de Cambridge ont décidé de la mettre dans la machine IRM. Et ils lui ont dit, est-ce que vous m'entendez? Ou quel est votre nom? Eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la patiente active les régions cérébrales correspondant à la réception du langage, comme chez un sujet qui n'est pas dans le coma. Pire, est-ce que vous pouvez imaginer, madame, que vous êtes en train de jouer au tennis? Bon, vous ne voyez rien ne se passe. Nos images disent qu'elle est en train, effectivement, d'imaginer qu'elle joue au tennis. Ou est-ce que vous pouvez imaginer que vous vous promenez dans votre maison? Et à nouveau, les régions qui s'activent chez le sujet normal et chez cette patiente. Voilà, donc c'est quand même dramatique de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Attention, c'est un cas un peu exceptionnel. Cette patiente a récupéré après. Est-ce que c'est parce qu'elle était en train de récupérer qu'il y a ça? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a ça qu'elle a récupéré après? On n'en sait rien. Ils ont passé beaucoup de sujets et c'est le seul chez qui ils ont vu cette réponse. Donc il ne faut pas généraliser trop vite, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Bien, vous me suivez toujours? Votre cerveau n'est pas plein? On peut continuer? Bon. On passe à un autre point maintenant, qui est, on parle de l'eau depuis le début, mais l'eau c'est quoi? Eh bien, on ne sait pas trop en fait. On sait que c'est H2O, bon. Mais est-ce que vous avez posé la question, quand vous mangez des sushis, s'ils sont frais ou pas? C'est important ça, peut-être plus que le reste. Eh bien, je vais vous donner le secret, mais vous le gardez pour vous. Vous prenez vos baguettes, chopsticks, et vous appuyez sur le sushi. S'il est frais, il y a de l'eau qui sort. Bon, c'est idiot, hein, mais elle est où l'eau? Elle était où? Le poisson, il n'est plus dans l'eau depuis un bout de temps. Pas trop longtemps, mais quand même. Eh bien, en fait, c'est parce que sur les protéines qui constituent le sushi, vous avez des charges électriques positives, négatives, et ces charges vont attirer les molécules d'eau, faire que l'eau colle aux protéines, parce que la molécule d'eau a un angle magique ici de 104,5 degrés, qui fait qu'on peut considérer qu'elle a un pôle plus et un pôle moins. Donc les molécules d'eau restent coincées sur les protéines. Eh bien, au niveau des membranes cellulaires, c'est pire.
Bon, c'est une théorie qui est en cours d'élaboration, hein, que la mienne, mais ça ne veut pas dire qu'elle est complètement exacte. Pour l'instant, on travaille dessus, mais en gros, ça ne doit pas être complètement faux. Près de la membrane, vous avez un tas de charges qui s'exposent et les molécules d'eau vont rester coincées. Donc voilà, l'essai de Kyoto, une simulation de ce qui se passe. Voilà la membrane cellulaire qui est grossie énormément avec des graisses. Et vous voyez toutes les molécules d'eau qui sont autour, là, en train de diffuser, de se bouger. Eh bien, grâce à l'IRM, donc j'ai oublié de dire que c'est intéressant, voilà, je ne peux revenir en arrière. Bon, eh ben, tant pis. Donc c'était pour dire que les biologistes ont oublié d'étudier l'eau. Alors c'est gros parce que quand même, 80% du cerveau, c'est de l'eau. Alors c'est quoi la diffusion, ce mouvement de tremblote des molécules que vous avez vu? Eh bien la diffusion, c'était connu depuis très longtemps. Si vous mélangez deux liquides, par exemple du vin rouge dans de l'eau, encore une fois, il ne faut surtout pas faire ça, très dangereux, eh bien au bout d'un certain temps, ça va devenir homogène. C'est ça la diffusion. Et Einstein, lui, a vu l'autre aspect du vin, c'est l'irogne. Donc si vous ne mettez pas le vin dans l'eau, mais que vous le buvez en grande quantité, vous allez avoir un parcours complètement chaotique. Eh bien Einstein a modélisé ce mouvement et a expliqué que c'est le mouvement des molécules de ce type qui expliquait la diffusion. Autrement dit, les molécules bougent de façon aléatoire et c'est ça qui rend compte de cet aspect macroscopique. Voilà le mouvement brownien tel que M. Brown, qui était un botaniste, l'avait vu sous son microscope. Il n'avait rien compris à l'époque, le pauvre. Il voyait un tas de choses qui bougeaient. Il pensait que c'était le secret de la vie. Et c'est vrai pour les pollens, c'est vrai pour ça passe dans les galaxies, partout dans l'univers, il y a du mouvement brownien. Et voilà ce que ça donne en simulation. Les collègues de l'école polytechnique, on voit qu'au bout d'un certain temps, les molécules, elles ont une certaine chance de se trouver loin du départ. Donc Einstein a écrit E égale MC2, tout le monde sait. Il a écrit ça aussi, et ça, moi, je l'utilise tous les jours. C'est ça qui permet de faire des images de diffusion. Alors, c'est quoi l'image de diffusion? Je replante mon décor, l'IRM, tout ça, vous savez très bien. Vous voyez un malade, là, il a une lésion. Vous ne devriez pas avoir ça dans la tête, mais on ne sait pas ce que c'est. Eh bien, l'idée, c'est de se dire qu'à l'échelle microscopique, les molécules d'eau, qui sont en train de se balader de façon aléatoire, elles vont voir tous ces obstacles. Elles vont voir les neurones, les cellules, les fibres, les membranes, et leur mouvement va être perturbé par ces obstacles. Donc si je peux mesurer le mouvement de diffusion de l'eau, je peux en déduire, si je suis malin, ce qui se passe à l'intérieur du tissu qui est en train de souffrir ou qui est en train de faire quelque chose. Alors je vais passer sur le détail parce que c'est un peu compliqué, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer l'espace de gauche à droite, d'avant en arrière, un peu comme tout à l'heure, mais plus fort, de façon à ce que le mouvement microscopique de ces molécules d'eau puisse avoir des conséquences mesurables. Et voilà le premier exemple qui a été utilisé qui est dans le monde entier maintenant. Voilà des images IRM standards, et voilà des IRM de diffusion. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur ces images, c'est le processus de diffusion. Donc vous voyez que là où il y a de l'eau pure, dans le liquide céphalorachidien, c'est tout noir, parce que les molécules d'eau n'ont aucun obstacle, elles font ce qu'elles veulent, elles diffusent vite. Mais dans le cerveau, ce n'est pas pareil. C'est plus gris parce qu'elles diffusent moins vite. Vous voyez cette région qui est toute blanche ici, ce sont des régions où la diffusion de l'eau a été ralentie de façon importante. Pourquoi? Ce malade, il ne va pas bien du tout. Ce malade, il a eu ce qu'on appelle en anglais un stroke, en français un accident vasculaire cérébral. Il s'est bouché une artère. Donc cette région du cerveau est en train de mourir. En fait, elle est sûrement déjà morte. Ça va donner quelqu'un qui va être paralysé à vie, aphasique à vie. Vous connaissez le problème. C'est la première cause de loin des handicaps dans les pays comme la France. Troisième cause de décès, parce qu'en fait, on en meurt aussi très vite. Eh bien, on sait que quand ceci arrive, quand les neurones sont en train de souffrir, ils gonflent. Ils appellent au secours. Donc ils gonflent. Eh bien, vous imaginez que toutes les molécules d'eau qui sont coincées près de la membrane vont être en plus grand nombre. Donc ces molécules d'eau qui ont du mal à diffuser parce qu'elles sont près de la membrane, eh bien, elles vont être en plus grande quantité. Et c'est ce qui donne l'impression que la diffusion diminue. Alors la grande leçon de tout ça, parce que ça peut arriver, si dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui d'un seul coup ne peut plus parler ou qui a un trouble bizarre neurologique, d'urgence, il faut aller dans ce qu'on appelle un stroke center. Il y en a quelques-uns à Paris, Salpêtrière, la Riboisière, etc. Parce que maintenant, grâce à cette technique, à l'imagerie de diffusion, on peut faire le diagnostic, dire qu'il y a le territoire est en train de souffrir, et on a juste quelques heures pour agir. Après, c'est fini pour la vie. Donc il faut aller très vite. Et quand c'est au bon endroit, on peut donner un médicament qui va aller déboucher là où c'est coincé. Et c'est spectaculaire. En quelques minutes, la personne n'a plus rien. Vous l'avez sauvé. Donc, j'insiste, il y a 40 ans, la douleur dans la poitrine, vous ne savez pas trop quoi faire. Il a fallu 20 à 30 ans pour mettre en place toutes les structures
de SAMU. Maintenant, vous savez que si vous avez mal sur la poitrine, vous avez un infarctus du myocarde, il faut aller à l'hôpital dans les 2 heures. Vous le savez. Tout le monde le sait. Les médecins, le SAMU, etc. Il y a tout un circuit qui s'est mis en place. Donc, ce qu'on essaye aujourd'hui, c'est d'avoir le même circuit pour l'infarctus cérébral, à savoir donc quand ces troubles arrivent, le plus vite possible, il faut mettre en place toute la structure économique. Ce n'est pas simple. Il faut qu'il y ait des centres d'accueil, des IRM aux urgences. On en est encore très loin, mais on y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'imagerie de diffusion ? Il faut que je me dépêche un peu. Eh bien, vous savez que à présent, ce que j'ai montré pour l'activation cérébrale, c'est que dans les régions qui sont activées, il y a un peu trop de sang, il y a plus de sang qui arrive. C'est bien gentil, mais ce n'est pas extrêmement précis. Par exemple, on montre que si je vous montre sur l'écran pendant 4 secondes une image, le maximum va être 6 secondes plus tard, alors que l'image a déjà disparu. Donc ça fait des belles images, on voit même la conscience, mais ce n'est pas ce qui se passe dans vos neurones. Si votre cerveau travaillait comme ça, quand vous traversez la rue, vous faites écraser à tous les coups, puisque quand le feu a déjà changé de couleur, vous êtes en train de penser encore à ce qui était avant. Voilà, donc on cherche d'autres méthodes, vous comprenez pourquoi c'est comme ça là-haut, et en particulier à partir de l'imagerie de diffusion de l'eau. Ce qu'on a découvert récemment, un travail que j'ai fait avec mes collègues de Kyoto, c'est que dans les régions qui sont en train de s'activer, non seulement il y a plus de sang qui arrive, mais on voit également plus que la diffusion de l'eau est ralentie. Alors l'explication qu'on donne provisoirement, c'est que, en fait, les neurones qui sont en train de travailler gonflent également. Alors pas autant que dans l'infarctus cérébral, c'est petit comme effet, mais ils gonflent également, et ce gonflement serait responsable de ce ralentissement de la diffusion. Donc voilà, les neurones gonflent et l'eau se gèle à la surface de leur membrane. Deuxième chose qui a été découverte, c'est que si on mesure le mouvement de diffusion de l'eau dans le cerveau, dans la matière blanche, elle n'est pas la même dans la direction des fibres. Je vous ai expliqué que la matière blanche, ce sont les fibres qui relient les différentes régions cérébrales, et dans le sens perpendiculaire, ce qu'on appelle de l'anisotropie. À partir de là, on peut imaginer que si on mesure le mouvement de diffusion de l'eau dans plein de directions, on va pouvoir deviner, point par point, quelle est l'orientation de ces fibres. Donc, on va obtenir des images comme ceci de ces fibres. Ça, c'était il y a quelques années. Et aujourd'hui, avec des algorithmes de reconstruction mathématique, on est capable de faire des images du câblage intracérébral avec une très très grande précision. Ça, c'est la première fois. Jusqu'à présent, vous voyez la matière blanche, la matière grise, comme ça. Mais maintenant, on est capable de voir comment toutes ces régions sont interconnectées entre elles. C'est prodigieux. Sans disséquer, sans ouvrir. Même en disséquant un cerveau, on ne peut pas voir ces images parce qu'on détruit au fur et à mesure ces fibres. En plus, ça fait des images extraordinaires. Et un travail plus récent de l'équipe de Lausanne, de Hagman, a montré que le cerveau est organisé en hub, exactement comme les aéroports pour les avions. Il y a des points de convergence, des fibres, des noyaux, si vous voulez, d'où reparte l'information. Donc, vous voyez ce qu'on est en train de voir. Alors, le bébé de 2 mois, on y revient. Le bébé de 2 mois, il est déjà câblé. Si on regarde ce qui se passe dans sa tête, on voit qu'il a déjà la plupart des grands faisceaux de présent. Et en fait, c'est ça. Le cerveau, il grossit. Il perd des neurones, mais il grossit. Pourquoi ? Eh bien, en fait, pour que ces câbles soient efficaces, ça, c'est pas comme l'électricité, il faut que l'isolant soit épais. Plus ce qu'on appelle la myéline qui entoure les axones est épaisse, plus la conduction est rapide. Donc, en fait, le bébé, il a ses câbles il est prêt, comme vous achetez une télé, elle est prête à fonctionner, mais elle n'a pas encore fonctionné. Au fur et à mesure que son cerveau va se développer, ces câbles vont devenir fonctionnels, des régions vont pouvoir communiquer entre elles, et le bébé va pouvoir commencer à voir, à parler, etc. Donc voilà comment ça marche. Et donc la différence, en fait, c'est essentiellement de la graisse, parce que la myéline, c'est de la graisse. Voilà. Donc en fait, depuis la naissance, on ne fait que s'empâter, et toutes les graisses ne sont pas bonnes. Donc, vous voyez que l'alimentation va avoir aussi un rôle très important dans la maturation cérébrale. Donc là, les images de bébés. Et ce que Ghislaine Dehaene et Jessica Dubois ont montré récemment, c'est du côté gauche du cerveau, les câbles sont déjà plus épais qu'à droite, sont déjà plus en avance qu'à droite. Autrement dit, le bébé, non seulement sa matière grise est susceptible de fonctionner pour le langage plus à gauche qu'à droite, mais le câblage est déjà fonctionnel. Et pour revenir à nos pianistes, eh bien là, c'est extraordinaire, parce qu'on peut faire de l'archéologie dans le cerveau humain. On s'aperçoit que ces régions de matière blanche, eh bien, elles sont un peu plus développées que chez le sujet moyen, mais que le développement dépend du nombre d'heures jouées au piano, à travailler, en fonction de l'âge. Il y a des régions qui se sont développées, vous voyez ici à l'arrière de ce qu'on appelle le corps calleux, qui se sont développées pendant que l'enfant avait moins de 11 ans, directement en fonction du nombre d'heures. Celui qui n'a pas travaillé beaucoup, il a une toute petite région, celui qui a travaillé beaucoup, il a une grosse région.
Ce qu'il a fait ensuite entre 12 et 16 ans, c'est ailleurs. Et ce qu'il a fait à l'âge adulte, c'est encore ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que la vitesse à laquelle ces changements arrivent est d'autant plus grande que ça se fait à un âge petit. Autrement dit, cette plasticité cérébrale, ça montre bien ce que je disais au départ, elle est plus importante dans la petite enfance que plus tard. Donc, si vous voulez apprendre à jouer du piano, il vaut mieux commencer tôt. C'est vrai pour tout. Bien, donc on a vu tout ça. On a vu comment les gènes étaient responsables de l'architecture du cerveau. Très bien. Maintenant, le cerveau, malheureusement, il peut se détraquer. Il y a des maladies qui apparaissent. Et notre objectif avec cette imagerie, c'est aussi de voir ces maladies pour les détecter à un stade très précoce. Et pour ça, on va encore faire appel au magnétisme. On va injecter aux malades des traceurs magnétiques qui vont nous permettre de voir avec beaucoup plus de détails ce qui se passe dans les images, encore plus que ce que je vous ai montré. Mais en plus, éventuellement, ces molécules vont aller s'attacher sur des lésions pour dire « Ah, là, il y a une plaque d'Alzheimer » ou « Ah, là, il y a une plaque de sclérose en plaques » ou « Là, il y a une plaque d'athérome ». Ce qui va permettre aux médecins de faire un diagnostic plus précis. On est en train de développer ça, ce n'est pas encore utilisé jusque-là, c'est utilisé en routine, ces agents de contraste. Et le premier qu'on utilise, c'est le gadolinium, donc c'est un lanthanide. Et ces électrons sont tels que, c'est comme l'hémoglobine déoxygénée tout à l'heure, va perturber le champ magnétique là où il se trouve. Les molécules d'eau qui sont près de cette molécule vont voir que le champ magnétique a changé, et ça va se voir sur nos images. Alors en pratique, voilà, vous avez la petite ampoule de Dotarem, c'est un agent de contraste, donc le gadolinium, il est très très toxique, donc pour pas qu'il soit dangereux, on l'entoure d'une molécule, ce qu'on appelle un chélate pour le protéger, on l'injecte au malade, et vous voyez que quand on va l'injecter, quand le produit arrive dans la circulation sanguine, le signal va changer, de façon très intense. Et donc, s'il y a une tumeur ou quelque chose, vous allez le voir très très bien ici. Bon, ça c'est utilisé en routine à l'hôpital tous les jours. Autre ion intéressant, c'est le manganèse. Pourquoi ? Alors, le manganèse est très toxique, ce n'est pas chez l'homme. Eh bien, le manganèse, quand vous l'injectez à un animal, dans le cerveau, par exemple, eh bien, le cerveau va croire que c'est du calcium. Donc, va le prendre en disant « Oh là là, le calcium, ça me sert à m'activer ». Donc, il va prendre le calcium, et le calcium va rentrer dans les neurones et rester pendant quelques temps coincé là. Donc, ça va nous permettre, non pas de stimuler quelqu'un dans l'aimant, comme tout à l'heure, vous êtes allongé, il y a le bruit, c'est difficile. Mais là, vous allez pouvoir prendre des animaux qui vivent normalement et qui activent leur cerveau. Vous leur donnez le manganèse va aller se fixer là où le cerveau travaille. Vous anesthésiez l'animal, faites les images et vous voyez qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je reprends le pigeon de l'annonce de l'UTLS. Ce n'est pas un pigeon ici, c'est un autre oiseau, peu importe. Et ce que mes collègues ont fait, c'est de regarder le chant des oiseaux. Et se sont aperçus donc, que selon la fréquence du son, eh bien, dans le cerveau de l'oiseau, qui est tout petit, eh bien, il y a des différences locales. C'est-à-dire que chaque région du cortex auditif de l'oiseau sert à détecter un son particulier. Bon, c'est le début, mais vous vous rendez compte ce qu'on peut arriver à faire avec ces agents de contraste. Alors, on va de plus en plus loin. Le cerveau contient aussi du fer, naturellement, et le fer, il va s'aimanter dans le champ magnétique et provoquer des anomalies de champ qui peuvent faire des images. Donc les chimistes ont imaginé qu'on pouvait fabriquer des nanoparticules, donc on est plein dans les domaines des nanotechnologies, des oxydes de fer qui vont être recouverts de produits particuliers pour se protéger, etc. Mais on obtient dans ce cas ce qu'on appelle du super-paramagnétisme, donc un signal qui va être beaucoup plus important. Donc je passe vite pour vous dire simplement que grâce à ça, on peut arriver à marquer des cellules, c'est-à-dire faire des nanoparticules qui sont ciblées sur des cellules particulières, par exemple des macrophages, et puis voir comment le cerveau, après un infarctus cérébral, est en train de se réparer ou de faire quelque chose. On peut même faire des agents de contraste intelligents. C'est ce qu'on appelle l'imagerie moléculaire. À savoir qu'au lieu de faire un agent qui va se mettre un peu partout dans le sang, eh bien, cet agent de contraste, ce traceur, va aller se fixer spécifiquement dans un endroit du cerveau particulier. Par exemple, on peut imaginer que si vous avez un gène qui vous intéresse, vous couplez à ce gène quelque chose qui va exprimer des récepteurs à la transférine, donc qui vont capter le fer. Et là où vous avez l'expression du gène, vous allez avoir un signal. Ou alors, vous allez carrément faire des cellules qui vont produire la ferritine, donc qui vont produire l'agent de contraste gratuitement pour vous. Ou vous pouvez même avoir des molécules complexes. Vous voyez qu'ici, vous avez la molécule de gadolinium qui sert à changer l'alimentation de l'eau, mais qui est cachée des molécules d'eau par un autre bout.
Eh bien, si vous avez un enzyme dans une cellule capable de casser cette coque, le gadolinium apparaît et l'eau va voir cet ion gadolinium et ça va changer le contraste des images. Alors ça, c'est en pleine révolution, ce qu'on appelle l'imagerie moléculaire magnétique. Ça va permettre donc de voir les maladies de façon extrêmement précise. Alors j'arrive presque au bout maintenant, de toute façon c'est l'heure. Pour le dernier point, c'est qu'en fait tout ça, ça nous conduit à la question, est-ce qu'il existerait un code neural, comme il y a un code génétique, qui sous-tendrait le fonctionnement cérébral? Donc il faut aller beaucoup plus loin dans le cerveau, il faut arriver à des niveaux de détail tels qu'on peut voir comment les neurones communiquent entre eux, et il nous faut des instruments extrêmement puissants pour voir comment le cerveau travaille, comment il se construit, comment il se détériore, éventuellement, quelle est la chimie, etc. Alors pour ça, il faut des instruments. Vous savez que quand le microscope a été inventé, ça a été une révolution. Quand Galilée a inventé sa lunette, on a pu découvrir de nouvelles planètes, de nouvelles étoiles. Eh bien, on est au même point en IRM. Je vous ai parlé de la machine à 1,5 Tesla, 30 000 fois le champ terrestre. On a aujourd'hui des machines qui fonctionnent à 3 Tesla, 60 000 fois le champ terrestre. 7 Tesla, à Neurospeed, on est les premiers en France à en avoir une, etc., etc. Alors l'intérêt, et votre aimant de frigo, il est à 50 Gauss, vous voyez, donc c'est pas la peine, c'est trop bas. Eh bien, en fait, c'est que la différence entre les noyaux qui sont dans le bon sens et dans le sens contraire est d'autant plus grande que le champ magnétique augmente. C'est pour ça qu'il y a cette course vers les très hauts champs. Vous voyez qu'entre 1,5 Tesla et 7 Tesla, on a gagné presque un facteur 4. Et par exemple, la région ici du cerveau qu'on appelle l'hippocampe, qui est touchée dans la maladie d'Alzheimer, et donc on voudrait voir à un stade très précoce, notre rêve c'est de voir les plaques qui sont dedans, eh bien on la voit beaucoup mieux à un champ magnétique élevé. Alors, le petit problème, c'est que ces machines coûtent d'autant plus cher que le champ est élevé. Enfin, on essaye quand même d'y arriver. Et à Neurospin, on a la chance, avec nos ingénieurs et physiciens du CEA, de développer un aimant qui sera le premier au monde de cette taille, un aimant de 11,7 Tesla, donc 230 000 fois le champ terrestre, destiné à l'homme, un aimant de 90 cm de diamètre. C'est de la très très belle physique, je passe sur les détails et sans sur la diapositive, mais ce n'est pas l'objectif. Un aimant de 150 tonnes qui fait appel on pousse les limites de la physique, de la technologie de ces aimants pour arriver à faire quelque chose qui va être très important pour comprendre le code neural. Voilà, donc à Neurospin, on a ces arches magnifiques qui contiennent ces aimants. On va même aller jusqu'à 17 Tesla, mais ça c'est pour l'étude de l'animal, de la souris. Voilà ces aimants. Donc vraiment, le magnétisme est au cœur de nos travaux. Ces aimants sont des arches magnifiques que Claude Vasconi, l'architecte, a imaginées. Donc c'est très très beau. Vous voyez à quoi ça ressemble. Et de temps en temps, on a des expositions à Neurospin. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer l'intérieur, la liste de mes nombreux collègues qui travaillent dans ce domaine, et puis pour vous remercier pour votre attention. Alors, nous allons passer aux questions. Oui, au milieu. Monsieur. Il me semblait, en visitant Neurospin l'année dernière, qu'on m'a dit que tous ces aimants... Est-ce que vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît, monsieur? Bien dans le micro. Jusqu'à présent, vos aimants étaient fabriqués par Siemens. Et c'est exact. Alors, il existe plusieurs constructeurs dans le monde. Il y a en Europe, il y a Siemens, il y a Philips, il y a Bruker. Aux États-Unis, il y a General Electric. Au Japon, il y a Hitachi, Toshiba. Il y en a d'autres. Il y en a plein. Simplement, nous avons un accord avec Siemens dans le cadre d'un partenariat franco-allemand pour certains de nos aimants. Pour l'aimant 11,7 Tesla, c'est un aimant qui est conçu par le CEA. C'est vraiment, c'est pas un produit industriel, c'est un aimant fait main, maison. Mais Siemens s'est impliqué parce que, comme vous l'avez vu au début de mon exposé, l'aimant ne suffit pas. Il faut des systèmes pour localiser le signal, il faut tout ce qui est radiofréquence. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Une question sur la droite. Non, excusez-moi, monsieur, d'abord. Voilà, allez-y. Et parlez bien dans le micro. Non, dans le micro. Ah, pardon. Bon, ça marche pas. Alors,
Voilà. Donc, une question technique. Vous nous avez montré plusieurs images en noir et blanc. Le contraste dans le signal que vous mesurez, c'est bien sûr impossible de dire dans l'image. Est-ce que c'est 1% ou un dixième de %, un millième de %? Quels sont les rapports signal sur bruit dans ces images? Si, on peut vous dire, malheureusement, il nous faut des rapports signal sur bruit élevés pour voir quelque chose. Bon, donc souvent nos images ont un rapport signal sur bruit de 50, 70 ou 100. Donc il faut vraiment du signal. Pour l'imagerie moléculaire, on essaie de voir parfois juste quelques molécules, une très petite quantité de molécules. Et là, aujourd'hui, le rapport signal sur bruit, le contraste sur bruit est trop bas. Il est de l'ordre de 2 ou de 3, ou voire de 1. Donc on ne voit rien. On espère qu'en montant en champ magnétique, on va augmenter, comme j'ai essayé d'expliquer, le contraste et qu'on verra mieux. Pour l'étude d'activation, quand on voit le cerveau qui s'active, le changement de signal est de l'ordre de 1%. Un peu moins parfois, un peu plus, mais en gros. Donc, madame, on va vous apporter le micro. Voilà. Donc bonsoir. Moi, c'est plus une petite question rigolote. Par rapport à ce que vous avez montré sur les images subliminales et donc les parties du cerveau qui sont activées, vous savez qu'il est courant de dire que les femmes sont multitâches et les hommes sont plutôt monotâches. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu être mesuré justement par le biais de cette imagerie médicale, par résonance? Nous, on n'a pas comparé les hommes et les femmes, mais il y en a peut-être qui l'ont fait. Mais en tout cas, je dirais que le cerveau est à la fois multitâche et monotâche. En gros, on pourrait dire, mais c'est à démontrer, c'est que vous n'avez conscience que d'une chose à la fois. Donc c'est monotâche. Mais pendant ce temps-là, votre cerveau, il fait plein de choses. Regardez la preuve, je suis en train de vous parler. Pendant ce temps-là, j'ai ma main qui bouge. Je ne suis pas en train de me dire, attention, mon doigt, sinon je ne peux plus vous parler. Donc on est conscient que d'une chose à la fois. C'est ce qu'on pense, hein. Mais votre cerveau est fait d'un très grand nombre de petits capteurs avec leurs propres circuits qui analysent. Vous voyez, par exemple, si d'un seul coup quelqu'un flanque une porte derrière moi, je vais me retourner. Donc, et pourtant, je ne suis pas en train d'écouter ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut faire attention en téléphonant au volant, parce que oui, on peut le faire, mais votre cerveau est vraiment en train de faire une chose principale. Alors, une question tout en haut, et il y aura monsieur à gauche. Oui, bonjour. Considérant que le cerveau dégage du magnétisme, est-ce qu'on peut imaginer une communication éventuelle entre les gens? Absolument. Alors pas comme ça, hein. C'est-à-dire que voilà, on est loin l'un de l'autre. Non, c'est pas ça. C'est qu'on peut enregistrer les ondes électriques ou magnétiques émises par le cerveau, les analyser par un ordinateur et piloter un robot. C'est comme ça, par exemple, que les premières expériences extraordinaires qui ont été faites chez un singe, même pas chez l'homme, où on a appris un singe donc à éplucher une banane à distance. Vous avez un singe qui est, je ne sais plus où, en Floride. Il est sur Internet, parce que les singes font beaucoup de choses en ces temps-ci. La banane est à New York. Il y a un robot qui est attaché à la banane. Et le cerveau du singe est enregistré avec des électrodes. Le cerveau imagine comment peler la banane et le robot, à qui on transmet l'information, ouvre la banane. Voilà. Donc maintenant, chez l'homme, ça commence à se faire. Il y a tout un tas de choses qui se développent surtout aux États-Unis, mais en France un petit peu, sur les interfaces. Donc piloter des objets par la pensée. Les trucs simples, c'est que vous pouvez faire démarrer ou arrêter un train électrique. Bon, c'est bien, mais enfin, ça va pas loin. On peut jouer au brain pong. Brain pong, ça veut dire que vous pilotez une raquette sur un écran par la pensée. Donc 2 personnes font ça. Pardon ? J'entends pas. Plus fort, s'il vous plaît. Oui, c'est-à-dire que ce soit des signaux électriques, électroencéphalogramme, magnétique, magnétocéphalographie, ou des signaux d'IRM, ou optiques, on peut utiliser ces signaux pour piloter les interfaces. Mais si vous pensez à une interaction directe d'ondes magnétiques émises par le cerveau d'une personne à une autre, non, parce que ces signaux sont extrêmement faibles et ne sont pas captés d'un cerveau à l'autre. C'est peut-être ça que vous vouliez dire. Donc on est obligé d'avoir un appareil qui capte ces signaux, les amplifie, les traite pour les passer à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas direct. Donc je ne vous ai pas magnétisé, rassurez-vous. Une question sur la gauche. Est-ce que vous êtes absolument sûr, avec des champs aussi importants, qu'on parle de dépasser 10 Tesla, qu'il n'y a aucun risque pour les sujets, des phénomènes de rémanence, d'hystérésis, et les bébés qui sont passés, qui ont subi ce genre de choses, est-ce qu'il n'y a pas de séquelles? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites pour voir les conséquences sur le long terme? Je vous remercie de cette question, parce que je l'avais préparée. Elle est toujours posée, alors...
Donc, ça va prendre 2 minutes, mais je crois que c'est important d'en parler. Parce qu'effectivement, c'est une très très bonne question. Alors, d'abord, je vous dis tout de suite, toutes ces études sont faites dans le cadre de la loi française. Il y a un comité d'éthique qui regarde et puis qui statue est-ce qu'on peut ou pas faire ces études. D'autre part, il y a une loi qui est en train de se mettre en place à l'échelle de l'Europe sur les champs magnétiques qu'on peut utiliser. Bien, mais ça, c'est de la législation. En vrai, est-ce que c'est dangereux ou pas? Il y a 3 effets possibles. Il y a l'effet du champ magnétique statique, il y a l'effet des ondes radio qu'on utilise, et ce que je n'ai pas dit, c'est que cette machine fait un bruit pas possible. Ça peut atteindre 100 décibels ou 130 décibels quand on commute ces champs magnétiques. Donc il faut protéger les oreilles avec des boules, bon, je ne parle pas du nom, des bouchons d'oreilles, on va dire. On peut aussi diminuer le bruit émis par la machine, mais tout ça, on connaît. Alors, quel est l'effet du champ magnétique lui-même? Ce qui est très dangereux, et c'est ça qui est dangereux, c'est la chose suivante. C'est que si vous arrivez près de l'aimant, comme je suis, un micro, bon, en général, il n'y a pas de micro, mais vous avez un stylo dans la poche. Le stylo va être arraché, va se projeter dans l'aimant à une vitesse considérable, et s'il y a quelqu'un dans l'aimant, il est mort. Ça, c'est sûr. Malheureusement, dans le monde entier, une fois par an, on entend parler d'une chose comme ça. Donc, il faut absolument que les personnes qui vont près des aimants et les personnes qu'on met dans l'aimant n'aient pas ces objets sur eux. Alors, on n'est pas à avoir ce genre de choses, mais on a des détecteurs de métaux, effectivement. Et c'est surtout l'interrogatoire. Parfois, ce sont des petites poussières. Vous voyez, quelqu'un qui travaille chez lui, qui bricole le dimanche et qui lime un peu de fer, la limaille de fer peut aller voler au niveau des yeux, il ne le sait pas, mais elle va se déplacer dans l'aimant et elle peut lui faire perdre un œil. Donc, c'est là qu'est le danger. Il ne faut pas chercher des choses trop compliquées. Ça, on le sait, mais il faut se protéger. Vous voyez, des erreurs qui ont été faites, des gens qui ont amené du matériel un peu trop près de l'aimant, ça va se coller à l'aimant, alors vous ne pouvez plus le retirer après, hein, c'est fini. Il faut enlever le champ magnétique de l'aimant, ce qui est très compliqué, ça coûte cher. Voilà. Par contre, il y a des effets possibles des champs magnétiques. Si vous allez vraiment très très fort, vous pouvez faire léviter des grenouilles. Il y a un Japonais qui a fait ça devant sa machine, mais c'est un aimant extrêmement puissant. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'effet Moïse. On est capable de séparer des molécules d'eau, mais ce n'est pas du tout sur les aimants qu'on utilise pour faire de l'IRM. Donc les effets qui sont connus aujourd'hui, donc il y a des effets, effectivement, mais ils ne sont pas dangereux. C'est si vous approchez trop vite du champ magnétique, le champ magnétique il passe de la plus haute valeur au centre de l'aimant au champ terrestre à une certaine distance. Vous avez donc ce qu'on appelle en physique un gradient de champ magnétique, une variation dans l'espace. Si vous vous promenez trop vite, ce gradient de champ magnétique va induire des petits courants locaux. Ça ne va pas vous électrocuter, c'est extrêmement faible, mais ça peut dépolariser des cellules, et en particulier les cellules de l'oreille interne. Et certaines personnes, pour notre 7 Tesla, c'est un tiers de mes collègues, ont l'impression d'avoir des vertiges. Eh bien, c'est parce que les cellules de l'oreille interne sont stimulées et on a l'impression d'être sur un bateau. Le cerveau vous trompe. Lui, il voit que les cellules sont stimulées, donc il vous dit, bah oui, on est sur un bateau. Voilà. Et on peut avoir des sensations de goût métallique, on peut avoir des petits flashs devant les yeux. Dès qu'on repart de l'aimant, il n'y a plus rien. Donc tout ça, c'est connu, ce n'est pas dangereux. La bonne question, c'est, mais est-ce que c'est dangereux? Donc, aujourd'hui, il n'y a rien qui nous permette de le dire. Aux États-Unis, la législation, ce qu'on appelle la FDA, a autorisé jusqu'à 8 Tesla les examens chez l'homme sans se poser de questions. Donc, examen de routine. Pour tous les sujets humains de plus de 1 mois d'âge. En dessous de 1 mois, la limite par précaution est de 4 Tesla. Voilà. Bon. Ça n'empêche pas que, d'où un Neurospin, on a décidé qu'on regarder les choses de près. On a donc des tas d'études en cours pour voir l'effet des champs magnétiques sur les tissus biologiques. Mais surtout, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement le champ magnétique, parce que, sincèrement, je ne vois pas très bien ce qui pourrait y arriver, c'est la radiofréquence. À 11,7 Tesla, on va avoir 500 MHz, donc c'est une fréquence importante, et les effets d'échauffement deviennent éventuellement très importants. On ne veut pas du tout transformer notre machine en micro-ondes pour cuire les cerveaux. Hein. Donc, on a déjà inventé des méthodes qui permettent de découper la radiofréquence, de faire des simulations avec des cerveaux pour voir les points chauds. Voilà, c'est un sujet qui nous tient à cœur, donc je vous remercie pour la question. C'est très très sérieux, mais jusqu'à présent, on n'a aucun argument pour dire qu'il se passe quelque chose. C'était un peu long, mais c'était important. Encore 2 questions, une là et une en haut. Alors, ma question, en fait, c'est ici. À gauche. Alors, ma question, c'est est-ce qu'avec ces imageries, on peut détecter ou prévoir les anomalies au niveau du cerveau,
sachant que les cerveaux déjà ne sont pas les mêmes et ça fonctionne d'une personne à l'autre et ça fonctionne et le mode de fonctionnement n'est pas le même. Ça aussi, c'est une excellente question. Les autres étaient très bien aussi, hein. Mais c'est une question d'actualité brûlante pour nous. C'est que beaucoup de choses que je vous montre, ce sont des résultats de moyenne. On a passé 12 sujets, et par exemple le subliminal, tout ça. Donc on a passé un grand nombre de sujets, et on en fait la moyenne. Et on voit que le cerveau, a priori, se comporte comme ça. Mais d'une personne à l'autre, il y a des variations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui est du bruit. En fait, c'est que nos images ne sont pas parfaites. Donc, si une personne n'active pas une région donnée, est-ce que c'est parce que notre machine n'est pas assez puissante et puis que cette personne-là, ça n'a pas marché, ou bien est-ce qu'il utilise un autre circuit derrière dans son cerveau? Donc, on commence à savoir faire, parce que les instruments sont de plus en plus puissants, et surtout les méthodes statistiques de traitement deviennent très puissantes, on commence à faire de l'individuel, mais il faut que la réponse soit suffisamment différente du reste. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire des bases de données. Donc pour l'anatomie cérébrale, par exemple, pour l'autisme, on a pu montrer que si vous prenez un grand nombre de sujets qui n'ont pas d'autisme, vous prenez une personne autiste, une seule personne, vous pouvez voir qu'effectivement, il y a un morceau de cerveau qui n'est pas bien développé. Ce sont la partie qui est liée aux interactions sociales. Donc on peut faire un diagnostic sur une personne. Mais ça reste encore limite. Et quand vous faites une prise de sang, vous avez trop de globules rouges ou pas assez de globules blancs ou ce que vous voulez, vous pouvez faire un diagnostic sur une personne parce que la barre d'erreur est très petite par rapport à la mesure. On n'en est pas encore là en IRM, mais on fait tout ce qu'il faut pour arriver à le faire. Mais c'est effectivement un souci. Alors, la dernière question là-haut. Oui, je voudrais revenir sur la première partie de votre exposé, à savoir le cerveau humain terrain connu, qui semble-t-il est un peu moins méconnu. Pouvez-vous nous parler d'une application possible pour ce qu'on appelle la détection de mensonges, ou en d'autres termes, le détecteur de vérité, de façon à innocenter les gens qui sont non coupables? J'avais prévu cette question aussi. On n'est pas complices, hein, je vous assure. Excellente question, encore une fois, parce que oui, malheureusement, il existe, si vous allez sur Internet, vous trouvez des systèmes d'IRM, ça coûte quand même 2 à 3 millions d'euros, hein, ce genre d'appareil, comme détecteur de mensonges. Vous avez une femme qui a été condamnée à mort en Inde sur la base de l'IRM fonctionnel, parce qu'ils ont jugé qu'en fonction de ces images, il y avait eu un crime qui s'était produit quelque part, je ne connais pas bien l'histoire, mais qu'elle avait des souvenirs réels de ce qui s'était passé, donc elle était coupable. Elle était condamnée à mort. Hein. Je trouve ça scandaleux. On n'est pas du tout capable. Vous avez vu l'expérience du bilinguisme. Vous avez 2 régions différentes. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui a appris la deuxième langue plus tard est moins bonne. Peut-être qu'elle est moins bonne, mais ce n'est pas mes images qui vont me le dire. Donc il y a une dérive grave, je crois. Et il y a eu une réunion du comité d'éthique français il y a quelque temps, et Stanislas Dehaene et moi y avons été invités, pour expliquer que pour nous, scientifiques, on n'en est pas là. Et qu'on est devancé par ce genre de choses. Si vous allez sur le site web, ils disent que ça peut être vendu à la police, aux tribunaux, etc. Donc il y a un marché qui se développe. Et je ne sais pas quoi faire, mais je pense que le meilleur moyen de montrer que ce n'est pas possible, c'est de publier et de montrer que l'interprétation des images n'est pas du tout simple. Faire des images, c'est déjà une chose, mais les interpréter, ça, c'est subtil. Denis Le Bihan, merci infiniment.